Bonjour. L'hiver étant revenu, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur cette période si particulière avec ses contraintes, mais aussi ses plaisirs, et de voir comment cette vie se déroule à Versailles pendant le temps de l'hiver. Période donc de contraintes que nous verrons dans un deuxième temps, mais aussi une période de plaisir, car c'est celle de la vie la plus brillante, la plus grande à Versailles. Le château tourne à son maximum pendant cette période. La cour est réunie à Versailles. Pendant l'été, les propriétaires sont dans leur grand domaine pour profiter des joies de la campagne. En fin d'été et pendant le début de l'automne, c'est aussi le moment des récoltes. Donc, les grands propriétaires terriens ne sont pas à Versailles. Et c'est donc au moment où le climat se rafraîchit que la cour se réunit à Versailles. La cour rentre à Versailles après le dernier séjour d'automne qui a lieu généralement pendant le mois d'octobre à Fontainebleau. Et c'est donc à ce moment-là que nous allons retrouver les plus intéressantes soirées ici au château. Tout d'abord, dès son installation en 1682, Louis XIV souhaite offrir pendant cette période d'hiver des soirées d'appartements qui se tiendront dans les grandes salles publiques du grand appartement du château 3 fois par semaine, les lundis, les mercredis et les jeudis, donc du mois d'octobre jusqu'à Pâques, et ainsi 3 soirs par semaine entre 19h et 22h. Les salons de l'appartement des Planètes sont ouverts et on va trouver des réjouissances pour les membres de la cour qui sont alors invités. On pourra y prendre collation dans les premiers salons, boire des orangeades, des limonades, du chocolat ou d'autres boissons plus toniques dans le salon de l'abondance. Profiter du salon de Vénus pour y prendre du solide avec les pâtes de fruits, les fruits confits et les immenses buffets qui ornent cette pièce. Et dans les salons suivants, c'est l'emplacement pour les jeux, pour la danse. La danse se pratique dans le salon de Mars. Les tables de jeu sont ouvertes dans les salons suivants et on peut entendre aussi de la musique. C'est donc un moment très convivial finalement que cette entrée dans l'hiver à l'intérieur du château avec ces soirées d'appartements. 3 soirs sont donc dédiés à cette vie en commun dans les salons du grand appartement. On peut ainsi d'ailleurs s'approcher du roi et avoir une certaine relative proximité avec lui. Et on a également les soirées dédiées à la comédie italienne, la comédie française et l'opéra qui prennent place les mardis, vendredis et samedis. Seul le dimanche ne voit pas d'animation, c'est une journée consacrée aux célébrations. Et pendant cette période d'hiver, on va avoir un point d'apothéose avec la période du carnaval, où on va ainsi quitter le carcan et les règles de l'étiquette protocolaire qui sévit tout de même pendant ces soirées d'appartement, pour enfin s'amuser de façon beaucoup plus gaie, puisque le masque autorise ainsi beaucoup plus de liberté et parfois un peu de licence. C'est ainsi que la Galerie des Glaces peut recevoir les convives pour les bals, et on se souvient particulièrement d'un bal très important, celui du 25 février 1745, resté dans l'histoire sous le nom de bal des Ifs, une soirée où le roi est ainsi costumé en conifère avec quelques-uns de ses compagnons, le costume finalement le plus visible de la soirée pour passer le plus inaperçu possible. Et c'est au cours de cette soirée que la première rencontre à Versailles entre Louis XV et Madame de Pompadour aura lieu, un moment décisif puisque c'est son entrée semi-officielle finalement à Versailles. Donc on voit qu'avec cette arrivée de l'hiver, on a de très belles occasions pour se réjouir, pour passer d'heureux moments à Versailles. C'est aussi le moment où, pendant les campagnes militaires, les troupes sont en trêve, on ne se bat pas pendant l'hiver, et les militaires reviennent donc à Versailles et sont évidemment des personnages très sollicités pour raconter les exploits qu'ils ont pu faire pendant ces campagnes.
Avec l'hiver arrive aussi le temps de Noël, qui va être celui consacré aux fêtes religieuses, avec de très nombreuses célébrations. Mais il ne faut pas imaginer un Noël comme nous le connaissons aujourd'hui, avec des décorations particulières. La seule fantaisie sera d'avoir des bûches peintes de couleurs à l'intérieur des cheminées, pas d'ornements, pas de décors éphémères. On a vu une tentative d'arrivée de décorations plus marquées à l'époque de Louis XV. Marie Leczinska a connu les sapins de Noël et puis cette ambiance de l'Europe centrale qui ne prendra pas à Versailles pendant le règne de Louis XV. Donc c'est une fête totalement dédié aux dévotions, avec de très nombreuses cérémonies le 24 et bien sûr le 24 et le 25 décembre à la chapelle du château. Pas de cadeaux de Noël non plus. Il faut attendre le moment des étrennes, celui de la fête des rois. Les rois mages arrivent avec leurs présents. Ce sera donc le moment où les habitants de Versailles se feront des cadeaux. Et progressivement va se mettre en place une tradition typiquement versaillaise, celle de trouver de beaux cadeaux pour Noël dans la présentation des porcelaines faites par la manufacture royale de Sèvres. La création avait eu lieu au temps de Louis XV, lorsque la manufacture était à Vincennes. La manufacture royale déménage à Sèvres, et le roi étant le propriétaire et directeur de facto de cet établissement, il est très heureux de présenter les nouveautés, les pièces les plus spectaculaires, les nouvelles couleurs, les nouvelles formes dans son appartement privé. Et pour l'occasion, c'est une des seules fois de l'année où les courtisans pourront rentrer dans les cabinets intérieurs du roi pour aller jusque dans la salle à manger, dite salle à manger aux salles neuves, où les produits de la manufacture sont présentés. Et évidemment, il est de bon ton de faire quelques achats pour faire sa cour au souverain. Parfois, certains indélicats espèrent obtenir un cadeau, ce qui n'était pas évidemment le moment choisi. D'autres sont carrément beaucoup plus étonnants lorsqu'on voit un jour un courtisan mettre dans sa poche une soucoupe alors que Louis XVI l'observe, et le lendemain matin, le roi ne l'a pas réprimandé, mais lui envoie la tasse en lui disant « Monsieur, vous avez oublié ceci ». Évidemment, confusion et honte pour ce courtisan voleur. Mais, excepté quelques événements un peu rares comme ceci, c'est un moment de rencontre autour de ces productions les plus excellentes de la manufacture de Sèvres. C'est aussi donc une période où des activités nouvelles vont pouvoir se produire à Versailles, et notamment lorsque les hivers sont assez rigoureux avec de la neige, on va pouvoir en profiter pour faire des courses de traîneaux à travers le parc gelé. On conserve à l'heure actuelle un ensemble de traîneaux du XVIIIe siècle dans le musée des carrosses de Versailles, dans la grande écurie. Des traîneaux réalisés par le service des menus plaisirs, qui a en charge la création de toutes les structures, des événements en dehors du quotidien, du rythme de la cour. Et ces traîneaux ont pris des formes assez extraordinaires. Certains reposent sur une immense tortue, d'autres ont un léopard très saisissant et peint au naturel, et les convives prennent place sur ces traîneaux pour parcourir le parc. La dame généralement s'installe dans la caisse qui est à l'avant, et à l'arrière, un cavalier, soit des écuries, soit un des membres de la cour, tient les rênes pour ces cavalcades effrénées. Et l'on découvre une cour insoupçonnée ici, avec ses amusements et ses griseries de vitesse lorsqu'elle monte et redescend de la grande allée royale, le tapis vert. On va même augmenter le plaisir de ces ivresses de vitesse avec des musiciens de la grande écurie qui, avec renfort de trompettes et de timbales, vont enchaîner les musiques. Et ainsi, on va se faire des courses de vitesse, se faire des têtes à queue, essayer d'envoyer aussi de la neige sur le traîneau qui est à votre côté. Tout cela n'est pas sans
différents incidents d'ailleurs. On se souvient qu'en janvier 1785, la comtesse de Soissons se trouve emportée par un cheval qui n'était plus maîtrisable et qu'elle finit par se casser le bras. On sait qu'auparavant aussi, en janvier 1739, Madame de Montauban, sur un grand traîneau, était partie de façon un peu incontrôlée aussi, car elle n'était pas habituée à maîtriser cet exercice et qu'elle n'avait pas pris de cocher pour l'occasion. Et puis on découvre aussi un Louis XV assez étonnant, jouant avec sa fille, Madame Adélaïde, faisant des courses, se coupant la route au risque de faire verser le traîneau de l'autre participant. Donc une joyeuse animation qui règne à l'intérieur de ce parc. Et lorsque le canal est suffisamment gelé, ces traîneaux vont déborder des allées pour aller jusque sur l'eau du Grand Canal, avec certains risques d'ailleurs, car en 1689, le prince de Condé se retrouve dans l'eau jusqu'à la moitié du corps, la couche de glace n'étant pas suffisamment importante. En dehors de cette activité à traîneau, se multiplient pendant le XVIIIe siècle les séances de patins à glace. Quelques tableaux nous gardent le souvenir de ces patins et de ces moments de griserie sur la glace. Cette glace qui, d'ailleurs, va être aussi collectée pendant cette période sur les rivières, sur les étangs, de façon à pouvoir alimenter les glacières qui vont servir pendant le reste de l'année à conserver la nourriture ou à préparer des sorbets en pilant la glace et en la mélangeant avec des extraits de fruits. Donc on voit finalement ici un moment plus agréable de cet hiver. Et pour Marie-Antoinette, c'était certainement aussi une occasion de retrouver les plaisirs de son enfance viennoise. En 1772, 2 ans après son arrivée, il y a un froid tout à fait important à Versailles, et elle retrouve certainement ainsi une évocation de ce qu'elle a pu connaître lorsqu'elle était toute jeune archiduchesse. Mais ce côté plaisir et agréable, ces divertissements, ne sont pas sans contrainte. Et l'hiver au XVIIe comme au XVIIIe siècle peut être assez terrible. Le froid est d'ailleurs assez pénétrant à Versailles, où règne une humidité assez constante, et les courants d'air règnent dans ce palais jusqu'en haut des appartements et dans l'arrivée des antichambres. Les grands accès des appartements, par l'escalier de la reine, par l'escalier des ambassadeurs, n'étaient pas fermés d'huisseries comme aujourd'hui. Seules des grandes grilles interdisaient l'accès à ces espaces, et donc le froid pouvait ainsi remonter jusqu'au premier étage et glacer ces escaliers. L'ensemble en marbre devait rajouter aussi à cette sensation de froid. Pour le reste des appartements, pendant l'hiver, on va redoubler de précautions. Ainsi, on va mettre un double fenestrage pour avoir un double vitrage et mieux isoler les appartements. Les fenêtres sont condamnées, elles sont bourrées, fermées avec des papiers tout autour. Si bien que l'on découvre par cette petite anecdote que pendant tout l'hiver, on n'ouvrira pas les fenêtres des appartements. Tout est ainsi bien colmaté, mais ce qui veut dire que les fumées des cheminées, les fumées des bougies, les fumées des participants restent en permanence à l'intérieur de ces pièces. Et d'ailleurs, lorsque Marie-Antoinette accouche le 19 décembre 1778 de Madame Royale, elle s'évanouit, il faut trouver un peu d'air frais, et Louis XVI, malgré sa haute carrure, a beaucoup de mal à ouvrir les fenêtres qui étaient ainsi très solidement isolées. Donc on essaie au maximum de préserver cette chaleur à l'intérieur des appartements. On multiplie les étoffes. Face aux portes, on va mettre de grandes portières. Face aux fenêtres, de grands rideaux qui tombent, qui se cassent au sol de façon à éviter un peu ces courants d'air. Face aux portes, on a même l'astuce pour les jours le plus froids d'avoir des peaux de mouton roulées et qui servent à protéger le bas des portes. Et lorsqu'on est installé dans ces appartements,
On peut utiliser des paravents face aux portes également pour toujours limiter ces courants d'air, les mettre à l'arrière de soi lorsque l'on est à table. Dans ce cas, ce sont des paravents plus bas avec un petit vitrage en partie haute pour que le service puisse voir où en est le déroulé du repas. Sous la nappe, on mettra un brasero pour garder un peu de chaleur sous la table. Et par ces multiplications d'astuces, on essaie d'avoir un peu moins froid dans ces immenses salons du château. Au sol, on a étendu les épais tapis de la savonnerie. Sur les murs, on a tendu les velours, les brocards qui vont donner une sensation de chaleur. Le meuble d'hiver, c'est-à-dire l'ensemble des textiles sur le mobilier, étant changé pendant le séjour d'automne à Fontainebleau. Et c'est donc un château paré de tentures plus épaisse qui est découvert par les habitants du château lors de leur retour de Fontainebleau. Malgré toutes ces précautions, règne évidemment un froid assez important dans ces salons. On a tous en image la grandeur, le volume de ces pièces et les cheminées qui sont certes monumentales, mais qui restent toujours assez réduites pour réchauffer le château. Et donc, sitôt éloigné du foyer, le froid revient à l'intérieur de la pièce. D'ailleurs, lorsque l'on va tenter d'aller dans son lit pour passer une nuit, on va essayer de multiplier les précautions. On va, pour casser les draps humides, bassiner avec les braises chaudes le lit. Les grandes tentures à baldaquin prennent tout leur sens à cette occasion. Et en dessous, on va pouvoir rajouter des couvertures de laine, de ratine, de meuleton, de ouate, certains préférant la chaleur de leurs animaux, ou la princesse Palatine et d'autres dames avaient ainsi choisi de dormir avec leurs animaux pour les réchauffer un peu. Dans le tableau de Paris de Mercier, dans les années 1780, il nous parle justement de cette ambiance en hiver, que ce soit à Versailles, mais aussi dans toutes ces grandes maisons. Et il nous dit qu'importe en effet le luxe des ornements et la symétrie de l'enfilade des appartements, si nous sommes forcés d'y souffler dans nos doigts ou d'y vivre enfumés comme des renards. Et c'est effectivement un enfumement parfois général qui peut avoir dans certains châteaux où les cheminées tirent assez mal. Ce fut le cas à Versailles, car la construction menée très rapidement n'a pas permis de réaliser de bons tirages de cheminées, et on va sans cesse essayer d'améliorer ce chauffage pour le château. Ainsi, on verra installer des machines en tôle pour extraire la fumée. Ce fut le cas en 1687 pour la chambre du roi à Marly, et pour éviter le rabattement des fumées. Et pendant le XVIIIe siècle, le fumiste Meller, établi à Versailles, essaie de nombreuses inventions pour essayer de limiter ces inconvénients. Ces cheminées étaient parfois trop droites et la pluie tombait à l'intérieur et éteignait le foyer en dessous, ou alors la fumée s'y accumulait. Le ramonage n'était absolument pas courant encore pendant cette période. Ajoutez à cela l'arrivée de nouveaux systèmes de chauffage, les poêles, qui certes ajoutent beaucoup de confort lorsqu'on est dans la pièce, mais dont les fumées sont évacuées par des conduites, par des tubes que l'on va faire passer dans les cheminées, et du coup bloquer l'extraction des cheminées des étages inférieurs. Donc c'est un véritable problème que ce froid à l'intérieur de ces appartements. Des pièces sont carrément inchauffables, comme la Grande Galerie, la Galerie des Glaces, qui ne possède pas de cheminée, qui sera juste un peu réchauffée par des braseros, le Salon d'Hercule, à la cheminée la plus spectaculaire de Versailles, mais vu son immensité, le chauffage est plus que réduit, et le Salon de la Guerre a certes une belle cheminée qui ne sera finalement jamais utilisée. Heureusement que les conditions physiques des habitants de cette maison étaient faites dès l'enfance pour résister à ces frimas. Ajoutez à cela un autre lieu glacial par son immensité, la chapelle, où là, il n'y a aucun moyen de chauffage d'installer, excepté quelques petits braseros, quelques petites boules chauffantes avec des braises à l'intérieur dans lesquelles on va pouvoir glisser un peu de chaleur et se réchauffer les mains pendant les cérémonies.
Le roi et la reine assisteront aux célébrations non pas dans le centre du grand balcon au-dessus de la porte d'entrée, mais dans des lanternons vitrés installés de part et d'autre de la tribune royale, où là, on pourra se réchauffer un peu plus. Pour Madame de Pompadour, un oratoire sera spécialement créé en légère extérieure de la structure de la chapelle, mais elle pourra ainsi plus confortablement assister aux célébrations et voir l'autel depuis son petit oratoire. Certes, on pouvait répandre aussi quelques peaux d'ours au sol pour essayer de se protéger de ce froid dans la chapelle. Certaines dames sont beaucoup plus prudentes, comme la marquise de Rambouillet, qui se fait carrément coudre les peaux d'ours sur elle et met sa robe ensuite par-dessus. Mais on voit à quel point ce froid pouvait être pénétrant. D'ailleurs, Louis XIV, force de la nature qui ne craignait jamais le froid, va avec l'âge devenir un peu plus sensible et on le voit à partir du début du XVIIIe siècle demander à avoir une doublure en flanelle pour la manche droite de son habit qui ainsi le protégeait un peu plus de ce froid. D'ailleurs, notre grand roi, qui s'était montré d'une nature tout à fait résistante, avec l'âge, commence petit à petit à souffrir un petit peu plus des maladies hivernales. À partir de 1679, on le voit pour la première fois commencer à avoir des rhumes assez régulièrement, alors qu'ils étaient jusque-là assez rares. Et l'on voit dans les cahiers de santé tenus par les médecins du roi, que les enchiffrements, c'est-à-dire des encombrements des fosses nasales, sont de plus en plus réguliers. En 1690, le coryza arrive au mois de novembre. En 1703, des séries de rhumes à répétition se produisent, car le roi ne s'était pas assez couvert à l'automne et avait été sujet à des refroidissements. Certes, à la cour, un rhume peut être soigné, mais n'oublions pas que de très nombreux rhumes pouvaient emporter les personnes qui n'avaient pas les moyens de se soigner ou de se protéger davantage du froid. Le froid, parfois, devient totalement incontrôlable. Ce fut le cas notamment pendant un hiver resté dans les mémoires, celui qui se déroule entre 1708 et 1709. Nous sommes alors dans une période de grand refroidissement général. Ce refroidissement avait débuté déjà au tout début du XIVe siècle et va se prolonger jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Et il va, d'une certaine façon, culminer pendant le règne de Louis XIV, où pendant 42 années, les hivers vont être particulièrement froids, et notamment le grand hiver de l'année 1708-1709. La raison de cette augmentation est très certainement due à une série d'éruptions volcaniques qui ont entraîné un refroidissement général de la planète. Mais on le sent particulièrement à Versailles et à Paris, notamment en janvier 1709, où les relevés témoignent d'une température descendue à moins 23 degrés. Le ravitaillement de la population devient très compliqué, car les voies fluviales ne sont plus navigables. Une grande partie de la Seine est gelée de janvier jusqu'au mois d'avril, et non seulement le froid s'abat, mais ensuite les famines et la misère à travers une grande partie du royaume. Et ceci va durer donc jusqu'à l'arrivée du printemps, qui, par malchance, sera poursuivi par un printemps totalement accablé de pluie, où toutes les récoltes vont se mettre à pourrir. Et ces hivers, lorsqu'ils atteignent ces points extraordinaires, deviennent particulièrement meurtriers. À la cour, on a encore un peu plus de protection. On a la chance d'avoir du bois qui est fourni par le roi. C'est un fait assez remarquable puisque le souverain, dans la résidence versaillaise, fournissait le bois pour ses courtisans. Le bois est une matière très onéreuse et lorsque l'on est en ville, c'est quelque chose qui coûte énormément à Paris ou dans les cités. Et donc se chauffer est un investissement tout à fait colossal. À Versailles, on aura malgré tout peu de chance à
à réchauffer les pièces, si bien que l'eau, le vin et même l'encre finissent par geler tout au long de cet hiver particulièrement rigoureux. Ce qui fut certainement une des épreuves les plus impressionnantes pour Madame de Maintenon, qui déjà en temps normal était particulièrement frileuse. Le roi arrivait dans son appartement et son premier geste était d'ouvrir les fenêtres pour circuler l'air et respirer, mais elle, qui avait toujours froid, se réfugiait dans sa niche vitrée pour essayer de garder un peu plus de confort et ne pas périr en symétrie, comme elle l'a si élégamment dit dans ses souvenirs. Des contraintes, donc, qui sont évidemment terribles, que la cour doit également subir, et les plaisirs qui étaient finalement les moments d'oubli de ces rigueurs de l'hiver, n'étaient peut-être pas suffisants pour faire passer de façon plus agréable ces longues journées et également ces très longues soirées, car il y a aussi une contrainte de cette période de l'hiver, c'est celle de cette nuit qui se répand très tôt et qui donne une atmosphère assez lugubre à l'intérieur des corridors du château. Certes, le grand appartement peut être éclairé. C'est d'ailleurs un des traits de luxe et de somptuosité que de répandre un éclairage abondant à une période où la lumière ou le prix d'une bougie est quelque chose de particulièrement coûteux, qui peut représenter pour les plus belles bougies une bougie équivalent à une journée de travail pour un ouvrier. Donc, le grand appartement aura des éclairages beaucoup plus abondants, mais il ne faut pas imaginer que régnait à l'intérieur de ce château une lumière répandue dans toutes les salles. On a le lustre, quelques lumières d'appoint sur les torchères, avec les girandoles ou les bougeoirs, mais il règne aussi de grands espaces obscurs, et notamment dans tous les corridors et les galeries de communication du château, où l'on va se déplacer, précédé par l'un de vos serviteurs, pour vous donner un peu d'éclairage et éviter aussi quelques mauvaises rencontres. Il se peut qu'il y ait des tire-laines ou des vide-goussets qui vous attendent dans les coins sombres, puisque le château est ouvert de façon très large. Les mauvaises rencontres peuvent d'ailleurs parfois être particulièrement brutales. On se souvient du 5 janvier 1757, en plein hiver. Le roi est venu travailler à Versailles toute la journée, mais pendant cette période, il résidait avec la famille royale à Trianon. En fin de journée, ce 5 janvier 1757, il reprend son carrosse pour rejoindre Trianon, et c'est justement à cet instant où il sort de son escalier privé que un homme se précipite sur le roi, le frappe avec un couteau. C'est ce qui reste dans l'histoire connu comme l'attentat de Damiens, cet homme qui vient attenter à la vie du roi. Par chance, cet attentat a lieu en hiver, un hiver très froid. Le roi est couvert de vestes, de grands manteaux, de grosses fourrures, et toutes ces épaisseurs vont limiter l'entrée de la lame sur le corps du roi. Il y aura une éraflure, un saignement abondant, mais rien de tragique. On voit que l'hiver peut aussi vous sauver, mais là, c'est un cas beaucoup plus anecdotique.